C'est pas notre boulot, hein, enfin, je veux dire. Ok, alors ça, c'est des questions posées par un collègue infirmier, et moi, je trouve ça trop classe, honnêtement, d'avoir des gens qui ils sont là, ils lisent les trucs, ils regardent et ils sont actifs et ils posent des questions. Il y en a pas beaucoup. Alors, soit on est vachement clair, soit les gens se posent pas assez de questions, et à mon avis, ça va être compliqué quand faut que ça ressorte, mais bon, ça, c'est autre chose. Pourquoi la lamotrigine est-elle métabolisée par la phase 2? Et ben ça, c'est vraiment un peu comme ça que c'est dans la vie. Il n'y a pas 36 façons de prévoir le truc. Soit c'est phase 1 puis phase 2, soit c'est phase 2. Ça peut même être phase 1 sans phase 2. Mais là, c'est juste que c'est comme ça et il n'y a pas 36 solutions. Faut se les apprendre parce que il n'y a aucune façon de prévoir. Alors, à mon avis, si tu connais la structure moléculaire de chaque médoc, tu peux éventuellement supposer que, mais ça demande une expertise là que moi j'ai pas, hein. Je pense que c'est plus simple d'apprendre. Cela dit, il n'y a pas 70 médocs en psychiatrie, donc ça s'apprend. Mais là, c'est juste que c'est comme ça pour chaque molécule, c'est décidé comme ça. Euh, Quelqu'un en surpoids sous Valium et il y a une perte de poids, est-ce peut y avoir un relargage de la molécule? Euh, alors en fait, c'est pas forcément qu'il y a un relargage, c'est que fin, la masse adipeuse va diminuer et du coup, le volume de distribution va être plus faible. Mais ça va se faire petit à petit, ça. Donc, très clairement, c'est pas ça qui va faire un surdosage en Valium tout de suite. Néanmoins, si tu prends des analogues du GLP-1, là, comme le tirzépatide ou le semaglutide, qui font perdre un poids conséquent, ou alors, si jamais tu fais un bypass, bah, il peut y avoir des modifications de pharmacocinétique et le volume de distribution n'est pas le même et du coup ça augmente. Quand c'est juste une perte de poids petit à petit, les doses peuvent effectivement augmenter dans le sang, la concentration peut augmenter dans le sang. Quand c'est sur des chirurgies bariatriques, que ce soit une sleeve ou une roue en Y ou une roue en X, ou etc., etc., c'est plus dur parce qu'il y a d'autres choses qui sont modifiées, hein. Donc, ça dépend un peu plus, mais si jamais tu perds du poids sur les molécules qui sont purement lipophiles et qu'il n'y a que le poids qui est modifié, pas le reste, et ben, tu peux faire une augmentation des concentrations, il n'y a pas de doute. L'autre équivalent avec une molécule qu'on connaît, c'est le lithium, où en fait, là, le volume de distribution va diminuer petit à petit et l'excrétion va diminuer. Et donc, en fait, si ça fait 15 ans que tu as du lithium, tu probablement pas à la même dose qu'au départ, surtout sur les âges extrêmes de la vie, parce qu'en fait, un, c'est moins éliminé, et deux, la barrière hémato-encéphalique est plus poreuse. Et donc, pour une quantité donnée dans le sang, tu en as plus dans le cerveau. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Hmm. C'est pas un largage, c'est plus que ça va, la concentration peut augmenter petit à petit. Le dosage de Valium est-il dose dépendant chez une personne obèse? Je sais pas si je comprends la question, mais en fait, non, je comprends pas la question. La question, c'est est-ce que plus tu es obèse, plus il te faut de Valium? Alors ça, c'est une excellente question parce que souvent les les gens ont tendance à se dire que plus les gens sont avec un excédent de masse adipeuse, plus il y a besoin de donner de médoc. Mais ça veut dire que dans la pharmacocinétique, il y a l'absorption, il y a la distribution, il y a la métabolisation et il y a l'excrétion. Et en fait, quand on dit ils sont en excédent d'adiposité et du coup ils font dans une dose plus élevée, c'est ne considérer qu'un élément de la pharmacocinétique, à savoir le volume de distribution est plus élevé. La question, c'est chez les gens qui ont un excédent de masse adipeuse, est-ce que l'absorption va être modifiée ou pas? Est-ce que la métabolisation va être modifiée ou pas? Est-ce que les cytochromes marchent de la même façon ou pas? Est-ce que les réactions de phase 2 marchent pareil? Est-ce que l'expression marche pareil? Et là, en fait, c'est très compliqué. Donc, tu peux pas du tout savoir. En moyenne, tu peux pas savoir. Ça dépend des molécules. Tu as des cytochromes qui sont modifiés, pas d'autres. Pareil que chez les personnes atteintes d'anorexie mentale, tu vois, c'est pas impossible qu'il y ait certaines choses qui se modifient un petit peu et que ce soit beaucoup plus compliqué que juste le poids.
Donc tu peux pas du tout dire ça. Donc en fait, ça se fait au cas par cas. Et alors surtout que nous, en psychiatrie, là, l'état sur le plan psychotrope va être un facteur modérateur majeur des effets secondaires qu'on peut avoir, à savoir si tu as quelqu'un qui déjà est sous éthanol, déjà est sous benzo ou sous autres molécules psychotropes, bah, la tolérance du Valium, elle a absolument rien à voir que si c'est quelqu'un qui est vierge de tout ça. Donc en fait, ça ne fait partie qu'une des variables. En fait, l'adiposité fait partie d'une des variables de la pharmacocinétique qui elle-même fait partie d'une des variables qui vont définir la concentration plasmatique. Et ça fait partie d'une des variables qui va définir la présence d'effets secondaires ou pas. Mm. Donc c'est compliqué. Mais donc la réponse à la question, c'est que c'est pas tout à fait ça, quoi. Après, c'est quoi ces antécédents de risque sérotoninergique? Non, arrêt des antidépresseurs, risque sérotoninergique, majoration des rêves psychédéliques. C'est ça? C'est ce que j'ai. C'est ce que tu as compris. J'ai pas compris la question. Est-ce que ça perturbe les rêves quand tu es en arrêt Et ben ouais, on l'a fait hier. d'antidépresseurs, On l'a fait hier parce que REM? sur le sommeil REM, voilà, tu supprimes le REM quand tu mets les antidépresseurs sérotoninergiques. Et quand tu arrêtes ça, il y a un espèce de rebond de sommeil REM et tu peux faire plus de rêves, des rêves plus intenses, de fait des cauchemars et avoir une qualité de sommeil qui se modifie un petit peu. Donc les sueurs? Donc les sueurs, donc ce que tu veux, hein. Donc c'est pas en fait, tu fais pas, il y a pas un risque sérotoninergique. C'est pas un rebond sérotoninergique parce qu'en fait, ça a de la paroxétine. Tu vois, on dit inhibiteur sélectif la recapture de la sérotonine, mais la paroxétine c'est cholinergique, c'est anticholinergique, c'est noradrénergique, c'est antihistaminique. Enfin, c'est pas sélectif du tout. La sertraline c'est dopaminergique, la fluoxétine c'est noradrénergique. En fait, celui qui est le plus pur sur le plan sérotoninergique, c'est Hum, Mmh. donc non. Non, ah bah non, Bah non, bah Bupropion, non, il je touche comprends. pas du tout. Bah, pas du tout. Il touche pas du tout. Le plus pur? Ouais. Sertraline? Non, Safrane, c'est dopaminergique. Dopaminergique? Ah bah non. Ouais. Et ben c'est le séroplex. Le citalopram, c'est purement sérotoninergique. C'est peut-être celui qui est le plus sérotoninergique. Alors en fait, c'est compliqué parce que tu as l'ensemble des noyaux monoaminergiques, les corps cellulaires des différents tractus monoaminergiques principaux, donc sérotonine, dopamine, Hein? noradrénaline, qui sont au niveau du tronc cérébral et qui vont aller se mettre vers le cortex et qui passent dans un espèce de petite autoroute des axones. Et à cet endroit-là, il y a des échanges aussi entre les différents axones, les différents neurones. Donc en fait, tu peux pas toucher à la sertraline, à la sérotonine tout seul. Un, parce que quand tu inhibes la recapture de la sérotonine, ben en fait, tu inhibes la recapture d'autres trucs, ok? Parce qu'au niveau de la synapse même, c'est pas bon. Ça, c'est vrai, sauf pour les citalopram, qui peut-être est différent, hein, parce qu'il est plus spécifique, et deux, parce qu'il est peut-être à la fois allostérique et compétitif. Mais même pour lui, en fait, il y a des échanges entre les différents tractus neuronaux avant qu'ils arrivent au niveau du cortex, etc. Donc en fait, il n'y a rien qui est sélectif. Mais du coup, la réponse à la question, je pense, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Et après, en quoi une personne bipolaire supporte mieux une supplémentation en T4? Parce que Alors là, c'est hypothétique. Il y a plein de gens qui posent des questions sur la T4, c'est marrant. Enfin, les gens préfèrent utiliser la T3 que la T4 en psychiatrie. Moi, personnellement, j'utilise plus la T4 parce que sinon, les pharmaciens me pètent un câble littéralement. C'est une catastrophe. Donc, c'est un bon exemple de qualité de soins qui se dégrade pour pouvoir répondre aux exigences sociétales et un nivellement par le bas complet. Mais ça, c'est une autre chose. Mais c'est le même problème, en fait. La T4, c'est une prodrogue de la T3 qui est transformée. La T4 est donc transformée en T3. Et en fait, l'hypothèse, mais c'est qu'une hypothèse, on ne peut pas vérifier. Pour faire ça, il faudrait flinguer les gens et regarder tout de suite comment leur cerveau fonctionne. C'est pas faisable. L'hypothèse, c'est que, tu sais répondre à cette question ou pas toi? Que la régulation de l'entrée ou de la sortie des hormones thyroïdiennes au niveau de l'hypophyse ou de l'hypothalamus ou même de la thyroïde, mais surtout l'hypophyse hypothalamus, elle est passive. Ça rentre tout seul et l'espèce de détecteur qui va regarder s'il y en a assez va dire oui, c'est bon ou pas. On l'a vu hier, le fait de faire
rentrer et sortir des ions, par exemple, les espèces d'échanges de protéines échangeuses d'ions, ça prend de l'énergie comme pas possible, et c'est une des premières dépenses d'énergie du cerveau. Et pour rentrer dans les cellules, la T3, c'est pas passif, ça prend de l'énergie. Mhm. Ok. L'hypothèse, c'est que ce transport d'énergie dans les cellules chez les patients atteints de troubles bipolaires, qui est actif, du coup qui demande de l'énergie. Il y a des mitochondriopathies chez les patients atteints de troubles bipolaires. La mitochondrie ne marche pas très bien, il y a des problématiques multiples et variées à ce niveau-là. Donc en fait, l'hypothèse, c'est de se dire qu'ils n'ont pas assez de T3, d'hormones thyroïdiennes dans les cellules, parce que le transport, il est actif, et qu'il y a une déficience au niveau soit de la production de l'énergie, soit de son utilisation, et que le passage se fait pas bien à ce moment-là. Par contre, l'hypophyse, elle, vu que c'est passif, elle se dit, il n'y a pas de souci. Donc elle se dit, il y a assez de T3, on s'en fout, et elle touche à rien. Alors que dans les cellules, tu as une carence. D'où l'idée que si tu augmentes pleine balle et que tu as des concentrations de T3 ou de T4 qui sont élevées, et ben en fait, tu augmentes la concentration de ces hormones et du coup, ça passe plus facilement. Ok. C'est ce qu'on a vu hier. Il y a un gradient de concentration qui est modifié. Du coup, plus c'est concentré, plus ça va se faire facilement. Et c'est pas que tu le rends actif, mais t'aides un petit peu ce genre de mécanismes qui sont un peu déficients. Et ça pourrait expliquer le fait que les concentrations, alors que les doses explosent chez les patients atteints de troubles bipolaires, les effets secondaires physiques sont peu observables, et ça, on l'a vu. On a vu des T3, on a vu. Alors, ça pose la question de qui est bipolaire, qui est pas bipolaire, mais le raisonnement, c'est ça, c'est que, je résume, l'entrée dans les cellules des hormones thyroïdiennes chez les patients atteints de troubles bipolaires est probablement déficiente à cause des problématiques énergétiques qu'il y a chez ces patients, alors que l'entrée dans le thermostat se fait de façon passive au niveau de l'hypophyse. Et donc l'hypophyse pense qu'il y en a assez, alors qu'il n'y en a pas du tout assez. Donc C'est clair ou invérifiable pas? sur le bilan sang, Invérifiable sur le ça. bilan sang. Et donc, encore une fois, tu peux faire un bilan sang quand tu mets des hormones thyroïdiennes. Soit tu les mets en tant que traitement adjuvant des patients unipolaires. Alors, le patient dépressif unipolaire pur, c'est un concept, mais pourquoi pas. Soit tu le mets en tant qu'adjuvant pour essayer de freiner un petit peu la TSH. Et là, tu peux essayer d'avoir une TSH en dessous de 2 milliunité internationales, pourquoi pas. Soit tu traites un patient atteint d'un trouble bipolaire, et du coup, bah là, tu as une TSH qui est indétectable. Mm. Et c'est normal, Mm. parce que l'hypophyse pense qu'il y en a déjà assez. C'est pas la peine de rajouter machin, et c'est tout. Et ça ne veut dire que ça, encore une fois, c'est juste ça veut juste dire j'ai pas besoin de plus d'hormones. Si tu donnes 500 microgrammes de T4 et que le patient n'a aucun signe d'hyperthyroïdie, il n'est pas en hyperthyroïdie. S'il y a une TSH à 0, il n'est pas en hyperthyroïdie. Si jamais il est avec des hormones excessives et des signes de thyrotoxicité, il n'est même pas en hyperthyroïdie, il est en hyperthyrosinémie parce que les hormones, elles sont exogènes. Dans l'hyperthyroïdie, c'est quand tu as une production endogène d'hormones en excès, mais du coup, la surveillance, elle est clinique sur les signes de thyrotoxicose classique de bah, est-ce qu'il y a des tremblements, le souffle court, la diarrhée, de la fatigue, l'énervement, etc. Ok. Et après, sur la question comment est-ce que les patients atteints de troubles bipolaires supportent mieux sur le plan thymique, là, c'est un excellent exemple d'inflation de la littérature, à savoir, tu fais une étude, elle est pourrie, ou alors tu fais une hypothèse, ou alors tu écris un truc et tu sais pas trop, et en fait, ça va être repris par un autre qui va résumer sur une phrase, regardez cette étude, qui va être repris par un autre qui va résumer sur une phrase. Et là, c'est le téléphone arabe des scientifiques, mais ça reste le téléphone arabe. Et donc, tu arrives à la fin avec un truc qui parfois n'a rien à voir avec le début, rien à voir avec le début. Et c'est ça qui s'est passé avec le risque de virage maniaque avec les hormones thyroïdiennes. Sur le plan thymique, les patients atteints de troubles bipolaires, en moyenne, ils vrillent pas avec de la T3 et la T4. T'en as jamais vu, Mm. on n'en a jamais vu. Il y a plein de problèmes avec la T3 et la T4, c'est d'une complexité, oui, c'est ça, hein, Mhm.
qui fait qu'il y a quelques personnes qui demandent comment est-ce qu'on fait, vous avez pas des conseils, machin. Moi, je ferais pas un cours sur la T3 et la T4. Parce que ça prendrait 2 heures. 2, il faut de l'expérience et il y a pas 36 solutions et surtout 3, il y a un bouquin entier par le mec qui a, fait, la majorité ou en tout cas qui est considéré comme un des pointes sur le sujet. Donc il y a pas du tout besoin de demander à Sikorav ce qu'il en pense. Vous avez beaucoup mieux ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que, bah, le coup du les patients, ils sont insomniaques, ils font 10 virages sous haute dose d'hormones thyroïdiennes, c'est un bon exemple d'inflation de littérature où en fait, bah, si vous regardez les études de base, bah, non, c'est pas trop ça qui est décrit. C'est genre 13 cas et des gens qui ont des problèmes de santé multiples avec des problématiques d'excès d'hormones thyroïdiennes endogènes et du coup de phénomènes inflammatoires qui s'accompagnent de ça. Et donc ça n'a rien à voir. Et donc dans la littérature des hormones thyroïdiennes, faut bien faire la différence entre j'ai un excès d'hormones parce que j'en donne aux patients parce que c'est dans le comprimé et j'ai un excès d'hormones parce que j'ai un processus endogène pathologique qui va faire qu'il y a plus d'hormones. Ce processus s'accompagne souvent de mécanismes inflammatoires et auto-immuns qui sont souvent, voire tout le temps, en tout cas dans la majorité des cas, eux porteurs de certains effets secondaires comme cardiopathie, etc., etc. Donc c'est à nuancer. Et voilà, c'est tout. Il n'y avait pas d'autres questions. Hop.